drapeau de One Piece est devenu le symbole de ralliement des jeunes contestataires, des jeunes révolutionnaires du monde entier. Pourquoi est-ce que je vous parle de One Piece? C'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'au Népal, il y a eu des grandes révoltes populaires contre le gouvernement qui ont été très loin, avec une répression qui a été très dure, mais avec une population qui allait au bout du bout contre les dirigeants. Vous avez vu sûrement en Indonésie aussi la révolte aussi de la population. À Madagascar, on en a parlé hier. C'est que, effectivement, dans ces mouvements-là, un symbole qui a été remarqué, c'est l'utilisation par les manifestants du drapeau Straw Hat, le drapeau des Mugiwara, on dit. Voilà, je vais parler sous votre contrôle, le chat. Le drapeau de l'équipage de Luffy, voilà, les Mugiwara. Tout le monde s'est dit, ah tiens, c'est marrant qu'on utilise ce drapeau. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est que le 18 septembre, on a eu les manifestations aussi à Paris. Et qu'est-ce qu'on a vu à Paris? On a vu l'utilisation aussi du drapeau de One Piece dans les manifestations à Paris. Le drapeau de One Piece dans les manifs pour Gaza. Et on l'a vu dans plein de manifs. À Milan, dans des manifs pour Gaza, le drapeau de One Piece. À Rome, dans des manifs pro-palestiniennes. À Venise, le drapeau de One Piece. À Bari, le drapeau de One Piece. À Bologne, à Parme. En tout cas, en Italie, il est là. Il est là, le drapeau de One Piece avec le drapeau palestinien. Donc c'est impressionnant, hein. Mais c'est quoi One Piece? Alors, c'est simple. One Piece, c'est un manga japonais créé par Eiichiro Oda en 97. C'est aujourd'hui l'un des récits les plus populaires et les plus longs de l'histoire de la bande dessinée. L'histoire suit Monkey D. Luffy, un jeune pirate au chapeau de paille qui risque de devenir le roi des pirates en trouvant le légendaire trésor, le One Piece. Mais au-delà de la chasse au trésor, c'est une véritable épopée humaine où Luffy parcourt les mers pour rassembler un équipage. Chacun de ses compagnons porte ses propres blessures, ses rêves et son passé douloureux. Ensemble, ils forment l'équipe du chapeau de paille, une famille choisie qui défie les dangers, les injustices et les puissants pour tracer leur propre route. C'est aussi un monde gouverné par un ordre mondial corrompu, qui opprime les peuples au profit des élites. À travers One Piece, Eiichiro Oda insuffle des valeurs qui dépassent la fiction et parle directement à ceux qui luttent, manifestent et rêvent d'un monde plus juste. La liberté contre l'oppression, la solidarité des opprimés, la lutte contre l'injustice systémique, l'espoir indestructible. Dans les rues où l'on manifeste, sur les pancartes où l'on inscrit des slogans, Luffy et son équipage deviennent plus que des personnages, ils sont le reflet épique des peuples qui refusent de plier face à l'injustice. Je trouve ça vraiment impressionnant, je suis à New York! Et ce qui vient en parallèle de ça, c'est que ces manifestations, ces mouvements, qui est-ce qui est en pôle dans ces mouvements? C'est la Gen Z. Et on va finir par, on va arriver à la Gen Z, ce que ça représente, etc. On va d'abord parler du symbole du drapeau. Le pavillon pirate de One Piece, symbole des révoltes en Indonésie et au Népal. À Katmandou, un vent de contestation souffle depuis le 8 septembre 2025. Ce ne sont pas seulement les slogans, les banderoles ou les affrontements avec la police qui attirent l'attention, c'est aussi un drapeau étrange, inattendu, issu du manga avec pour star Monkey D. Luffy, qui incarne désormais l'insoumission des jeunes du pays. Ce symbole, c'est le pavillon des pirates au chapeau de paille, The Straw Hat Pirates, tiré de One Piece, la série d'Eiichiro Oda, sur un fond noir, une tête de mort coiffée d'un chapeau de paille accompagné de tibias croisés, un emblème joli dans son insolence, lourd de sens. Au Népal se brandit le drapeau pirate. Bien avant que Katmandou ne s'embrasse, c'est en Indonésie que le pavillon des pirates au chapeau de paille a fait son apparition comme signe de contestation, indiquait Reuters. Leur objectif, dénoncer la cherté de la vie, les inégalités économiques et les promesses non tenues du gouvernement. Dans les rues de Jakarta, comme dans d'autres villes, le symbole manga a ainsi servi d'étendard pacifique et ironique, un clin d'œil culturel devenu message politique. Donc voilà, effectivement, toute une population s'est rangée derrière un symbole. Alors, pourquoi est-ce que ce symbole-là a été aussi partagé? C'est-à-dire que One Piece, je pense qu'aujourd'hui, c'est le manga le plus connu au monde. En tout cas, celui qui aujourd'hui fait le plus parler. Je pense que quand on pense manga, quand on pense shonen, on pense One Piece. C'est un manga au long cours qui a énormément d'épisodes, d'arcs, etc. Et énormément de fans. Il y a, je pense, une fanbase qui est parmi les plus larges au monde pour une œuvre culturelle. Et c'est vrai que ce symbole Mugiwara, le symbole
de l'équipage de Luffy, du drapeau de l'équipage de Luffy, ben, c'est un symbole que tout le monde connaît, qui est partagé par toute une génération. C'est un symbole générationnel qui permet de rallier un ensemble de luttes. Moi, je vois un peu un parallèle entre le gilet jaune de l'époque et le drapeau aujourd'hui, qui lui a un impact bien plus grand, bien plus large. 3 semaines plus tard, le même emblème franchit l'Himalaya pour ressurgir au Népal. Cette fois, dans un tout autre contexte, la colère déclenchée par l'interdiction de 26 réseaux sociaux, parmi lesquels Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp et X, anciennement Twitter, et ce en raison de leur non-inscription officielle auprès des autorités. Une injonction présentée comme nécessaire pour lutter contre la désinformation, les faux comptes ou la haine en ligne. Cette censure provoque un tollé essentiellement parmi les jeunes, la génération dite Gen Z, née après le milieu des années 90. Ils voient dans l'interdiction non pas seulement une question technique, mais une tentative d'entraver la liberté d'expression, le partage, l'échange, le numérique, comme espace vital. Dans One Piece, l'équipage des pirates au chapeau de paille lutte contre l'oppression, défend la liberté, refuse les hiérarchies injustes, des thèmes qui résonnent avec force pour les manifestants. Et là, hier, on parlait de Madagascar, et ce symbole aussi apparaît à Madagascar. Parce que regardez, si on va sur le compte Instagram Gen Z Madagascar, regardez c'est quoi le logo de Gen Z Madagascar. Gen Z Madagascar, c'est leur symbole, c'est le drapeau de One Piece. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a de commun et qui fait que tous ces mouvements utilisent le même symbole? À Madagascar, on manifeste pour des questions d'eau et d'électricité et globalement contre la corruption. Au Népal, on milite contre la censure, contre la corruption, encore une fois, pour des meilleures conditions de vie, etc. Il y a cet aspect-là de combat pour améliorer les conditions de vie d'une jeunesse qui a l'impression d'être complètement abandonnée, qui n'a pas de vision pour l'avenir, qui a l'impression que une caste finalement de privilégiés profite alors que eux ne peuvent pas vivre décemment. Et donc ces jeunes se politisent hors des partis, hors des réseaux habituels. Ça se passe sur Discord, ça se passe sur Telegram, ça se passe sur WhatsApp, ça se passe sur les réseaux sociaux, sur Internet, c'est décentralisé. Ça a pris de court beaucoup de gens. Tous ces jeunes sont tous connectés, voient ce que les autres font et veulent aussi reprendre. Du coup, ce qui est marrant, c'est que le phénomène des trends qu'on pouvait voir sur TikTok ou sur Insta ou sur X, les trends qui sont des choses vraiment, on va dire, très innocentes, très bon enfant, etc., on crée des trends politiques maintenant. On a beau comment dirais-je, féliciter et célébrer cet aspect-là de politisation des jeunes et tout. Il y a des morts, il y a énormément de violence. Et finalement, le côté fantastique, le côté métaphorique de l'œuvre, fait face à la réalité violente et sanglante de ce que c'est qu'affronter des régimes autoritaires qui sont prêts aussi à risquer la vie de leurs concitoyens. Mais de ce que je comprends, ça ne fait que renforcer aussi la volonté de cette jeune génération à se battre. Donc en fait, les points communs qu'il y a entre tous ces ralliements, c'est d'un côté, il y a un ralliement culturel parce que One Piece, ça sert de langage universel. C'est compris par des millions de jeunes dans le monde entier, peu importe le pays ou la langue. Et je pense même, je sais pas ce que vous en pensez, que les gens qui sont pas forcément militants ou pas dans un combat, qui vont voir ça peut être aussi l'étincelle qui crée une réflexion. Le drapeau pirate de Luffy, bon, c'est pas un programme politique, on est d'accord là-dessus, c'est pas un programme politique, il y a pas derrière ce drapeau, il y a pas une liste de choses qui sont très concrètes pour chaque population qui s'en empare. Par contre, c'est un symbole qui est affectif, c'est un symbole qui a des valeurs, qui transmet des valeurs, et ça devient une forme de totem anti-système, et derrière lequel toutes les idéologies qui sont anti-système peuvent se reconnaître. Tu vois, c'est aussi par ce biais-là qu'il y a de la repolitisation, tu vois, et ça, je trouve ça incroyable. Ces mouvements sont contre un pouvoir qui est autoritaire, un pouvoir qui est déconnecté, voire un pouvoir qui est corrompu. Si je prends l'exemple en France, regardez comment, quand on voit comment sont traités des gamins qui ont cassé un abribus, et comment est traité Nicolas Sarkozy, qui a fait une association de malfaiteurs en vue de financer sa campagne électorale, qui a un agenda judiciaire de la taille de la Tour Eiffel. Ce mec est un malfrat, ce mec est un mafieux, ce mec est une ordure. Et à quel point les médias, le système bourgeois, les politiques,
tous font corps autour de lui pour le défendre, alors que c'est quelqu'un de malhonnête. Et à côté de ça, des gens qui expriment leur colère, se prennent des LBD, se prennent des NAS dans les manifestations, etc. Il y a cet aspect où tu as l'impression vraiment que c'est eux contre nous. Tu vois. Et c'est les élites versus le peuple, quoi. Et j'ai l'impression que le symbole de One Piece, il recouvre ça aussi. Mais moi, je pense qu'il y a aussi cette volonté de ne pas être récupéré aussi. Moi, je pense que le drapeau, qui n'est pas un drapeau d'un parti politique et tout, comme je disais, ça permet justement que personne ne s'approprie ce mouvement. Et qu'il reste dans les mains du peuple. Et justement, est dans les mains des peuples, puisque c'est un symbole qui traverse les nations, qui traverse les territoires, que de Katmandou à Paris. Et est-ce que, alors, moi c'est ma question, est-ce que ça va pas illustrer, comment dire, l'émergence finalement d'une conscience générationnelle sur les luttes. Un drapeau pirate en plus, donc sa place en opposition pour pouvoir remplacer ça, parce que le pirate, l'image du pirate est anti-système. C'est l'anti-système par excellence, le pirate. Le pirate, c'est le rebelle romantique. Ouais, mais c'est l'authentique rebelle. C'est la première figure du rebelle, je trouve. C'est celui qui refuse l'ordre établi. C'est celui qui est poursuivi, harcelé, pourchassé par le système, par l'ordre. Les fans de manga le reconnaîtront. Le célèbre drapeau pirate de Jolly Roger. Depuis un mois, il essaime un peu partout, dans les rues, sur les voitures et sur les murs. Incroyable. À quelques jours de la fête de l'indépendance du pays, bombe en main, cet artiste tente de faire passer un message. C'est un symbole d'avertissement pour le gouvernement. Il doit nous prêter attention. De nombreux Indonésiens hissent le drapeau One Piece parce qu'ils veulent que le gouvernement les écoute. Un sentiment partagé par ce vendeur ambulant. En accrochant ce drapeau, l'espoir est que chacun puisse librement exprimer ses opinions. Corruption, népotisme, de nombreux Indonésiens revendiquent leur indignation face au pouvoir actuel, en troquant le drapeau officiel contre la bannière pirate. Une génération, une jeunesse laissée à l'abandon, une jeunesse, génération perdue. Et sur les réseaux sociaux, ils voient qu'une autre jeunesse, sur le même territoire, parce qu'elle est fille ou fils de politiques, bourgeois, célébrités, etc., influenceurs, influenceuses, elle voit que cette autre jeunesse-là profite de tout. Tout l'argent que eux n'ont pas, toute l'aisance que eux n'ont pas, la possibilité de voyager, et donc il y a ce truc aussi de lutte des classes au sein même de la jeunesse. On divise communément la société humaine en générations. Cette division en générations, pour moi, elle a beaucoup servi pour le marketing, pour les études statistiques, pour faire un peu des segmentations de population pour des études, pour des recherches, pour voilà et tout. Et en fait, c'est entré un peu comme un nouvel horoscope, tu vois. Genre, ah, t'es un Gen Z, donc t'es comme si, t'es comme ça. Un peu comme le MBTI. Ah, t'es un Gen Alpha, t'es comme si, t'es comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que je trouve que dans toutes ces générations, les boomers, les X, les millennials, les Z et les alpha, un truc qu'on remarque chez la Gen Z, c'est que la Gen Z, c'est la génération qui refuse les dictates. C'est quelque chose qui se dit communément. Par exemple, le boomer se satisfaisait d'un système, d'un monde où chacun avait sa place et il fallait pas moufter. Le boomer, il a le rêve, c'est la maison, le chien, etc. La Gen X était un peu revendicative, mais avait du mal à se faire entendre et a malgré tout suivi les enseignements des boomers. Et à partir des milléniaux, on commence à remettre en question cet ordre-là. Et ensuite, la Gen Z, elle, c'est vraiment la génération qui remet en cause le modèle familial, le système patriarcal, le monde du travail, les modes d'expression, l'art, le cinéma. C'est la génération qui est là pour nous choquer, en fait. Et j'ai l'impression que vraiment, on a marché pour que la Gen Z puisse courir. Attends, le Pew Research Center a défini 97 comme le début de la génération Z. Cette définition est largement reprise par les médias, les entreprises et des organismes gouvernementaux comme le Bureau de recensement des États-Unis et statistiques du Canada. Même que Pew n'est pas fixé de fin précise pour cette génération, il a suggéré 2012 comme une année de fin provisoire.
Les dictionnaires d'Oxford définissent la génération Z comme un groupe de personnes nées entre le milieu des années 90 et le début des années 2010, considérées comme familiarisées avec Internet. Selon le centre de recherche australien McCrindle Research Center, les représentants de la génération sont nés entre 95 et 2009. Bon, personne n'est d'accord en fait. Et McKinsey dit c'est 95-2010. Personne n'est d'accord sur ce que c'est qu'un Gen Z. Bon, on voit que c'est autour à peu près de 95, milieu des années 90 et milieu des années 2000. De 2000-2010. La Gen Z, elle est en train de choquer tout le monde. Le 14 mai 2025, des manifestations antigouvernementales ont éclaté à Ulaanbaatar, capitale de la Mongolie, suite à des informations faisant état de dépenses extravagantes du fils du Premier ministre, Lufsanamasrein Oyun Erden. Ces manifestations, menées par des jeunes Mongols, portaient sur les préoccupations plus larges concernant la corruption du gouvernement, les inégalités et l'influence des élites politiques et de leurs familles. Tiens. Les manifestations kenyanes de 2025 sont une série de manifestations menées par des jeunes qui ont débuté en juin 2025, principalement à Nairobi. Elles ont été déclenchées par la mort du blogueur et enseignant Albert Omondi, en garde à vue alimenté par le mécontentement de la population face à la hausse du coût de la vie, la corruption du gouvernement et aux violences policières. Le Pérou. La génération Z du Pérou se mobilise contre le président Boluarte et proteste contre les retraites et la corruption. Les protestations de la génération Z, déclenchées par la réforme des retraites et un mécontentement de longue date. Alors, je dis, on continue alors. Et donc si on rajoute donc le Kenya, le Pérou, la Mongolie, Madagascar, l'Indonésie, bon, on commence à voir qu'il y a une aspiration dans cette population, dans cette Gen Z des classes populaires. Il y a une aspiration à renverser un système, un ordre établi que leurs parents ont échoué finalement à combattre. Au Maroc, les manifestations spontanées du collectif Gen Z 212 se poursuivent. Dimanche 28 septembre, de nombreuses manifestations de jeunes ont eu lieu dans plusieurs grandes villes du pays pour le deuxième jour consécutif. Des dizaines de jeunes ont été interpellés, notamment à Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir, Souk Sept, puis rapidement relâchés après que leur identité a été contrôlée. En fait, on vous a pas dit, mais on a un télégramme avec toutes les Gen Z du monde.